Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Le 1er juillet, dans l'allocution du rassemblement célébrant le centenaire du Parti communiste chinois, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine avait réalisé l'objectif du premier centenaire, édifier intégralement une société de moyenne aisance sur son territoire et mettre fin pour la première fois dans son histoire à la pauvreté absolue. Qu'est-ce qu'une société de moyenne aisance? Sur quels critères se base-t-elle? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec deux invités. En plateau, M. Ding Yifan, chercheur du Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État de Chine, et en visioconférence, M. Jean-Noël BKP Mkema, enseignant et chercheur gabonais à l'Université des sciences et technologies de Chine. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. À l'occasion des célébrations du centenaire du Parti communiste chinois, le président chinois Xi Jinping a prononcé un important discours. Monsieur Ding Yifan, que retenez-vous de ce discours? En fait, il y a beaucoup de choses très importantes que le président ou le secrétaire général, parce qu'à ce titre-là, il était secrétaire général du parti aussi. Donc à ce titre-là, il a annoncé des lignes importantes de la Chine à suivre dans les années à venir. Et la résolution d'avancer sur le deuxième centenaire, c'est-à-dire les objectifs à réaliser à partir de maintenant. Mais à part cela, je pense que quelque chose de très particulier dans son discours concerne les caractéristiques du Parti communiste chinois et que le Parti communiste chinois est le représentant du peuple chinois. Il n'y a pas ses intérêts particuliers, il n'a pas ses intérêts propres. Il représente tout simplement les intérêts du peuple. C'est ça, les spécificités du Parti communiste chinois. À la différence des autres partis politiques, parce que les autres partis politiques ne représentent que des intérêts spéciaux, des intérêts des groupes ou des intérêts régionaux, etc. Tandis que le communiste chinois, le Parti communiste chinois, à la différence d'autres partis politiques, n'a pas ses propres intérêts ou ses intérêts spécifiques. Il représente tout simplement les intérêts de tout le peuple chinois. Ça, c'est quelque chose de très particulier et qui le distingue d'autres partis politiques. Et Monsieur Jean-Noël, avez-vous suivi les célébrations? En effet, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les célébrations du centenaire du Parti communiste chinois et j'ai hautement apprécié le discours prononcé le 1er juillet par le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, Xi Jinping, à l'occasion de la célébration du centenaire du PCC. Je pense que le président Xi Jinping a passé en revue l'histoire glorieuse du Parti communiste chinois et a prévu un avenir brillant pour le grand rajeunissement de la nation chinoise. Aussi, je pense que le président Xi Jinping a déclaré que toutes les luttes et tous les sacrifices au cours de ces 100 dernières années, l'unité entre le PCC et du peuple chinois ont été axés sur la réalisation du grand rajeunissement de la nation chinoise. Dans son discours si consensuel, le président Xi Jinping a également souligné que sous évidemment la direction du Parti communiste chinois, la Chine avait en effet réalisé son objectif de premier centenaire, celui de la construction d'une société modérément prospère à tout égard et progressait à cet effet vers son deuxième objectif de centenaire, celui évidemment de la construction d'un grand pays socialiste moderne à tout égard. Et le président chinois Xi Jinping a déclaré dans son discours que la Chine a réalisé l'objectif du premier centenaire, édifier intégralement une société de moyenne aisance dans son territoire et mettre fin à la pauvreté absolue pour la première fois dans son histoire. En Chine, on parle de Xiaokang pour désigner moyenne aisance, une société de moyenne aisance. Monsieur Ding, qu'est-ce que signifie une société de moyenne aisance pour la Chine? C'est un terme très typiquement chinois. Oui, parce que c'est une référence à la sagesse de nos ancêtres philosophes dans le temps. En fait, la notion de société de moyenne aisance ou la société de la grande harmonie
ce sont des conceptions inventées par des philosophes chinois il y a plus de 2000 ans. À l'époque où la Chine était encore divisée, mais la Chine se divisait en plusieurs royaumes combattants, disons, mais cherchant à unifier le pays pour un avenir meilleur. Voilà, la société de moyenne aisance était une étape intermédiaire entre l'objectif final, une société de grande harmonie, et le chaos qui régnait à l'époque parmi les royaumes combattants. C'était une vision des philosophes chinois de l'époque pour une meilleure société, pour un meilleur avenir. Voilà, et nous avons, après un siècle d'efforts et de luttes, le peuple chinois est arrivé à peu près à ses objectifs. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça, aujourd'hui, nous avons réalisé les objectifs d'une société de moyenne aisance et on va commencer à penser et à avancer vers les objectifs qui ont été aussi définis par les philosophes de longtemps sur un avenir plus brillant encore. Et Monsieur Jean-Noël, en tant qu'étranger, comment interprétez-vous ce concept de société de moyenne aisance? Eh bien, écoutez, je pense que la Chine a réalisé son objectif de premier centenaire basé sur la construction évidemment d'une société de moyenne aisance ou encore une société dite de Xiaokan. Je pense que ce concept chinois de société de moyenne aisance s'aligne sur plusieurs paramètres, notamment le développement économique, social, technologique, scientifique, l'innovation, etc. Et en fait, le concept de société de moyenne aisance a été introduit par M. Deng Xiaoping à la fin des années 70 dans sa stratégie de développement économique et social de Chine. Monsieur Ding, pourriez-vous nous présenter les critères sur lesquels se base une société de moyenne aisance? Parce que c'est une notion qui est en évolution. Lorsque M. Deng Xiaoping avait préconisé l'objectif d'une société de moyenne aisance dans les années 80-90, eh bien l'objectif était très simple. Et les dirigeants chinois n'auraient pas pensé que la Chine, aujourd'hui, arrive à ces objectifs. En fait, que la Chine arrive à réaliser des prouesses beaucoup plus avancées qu'ils ne le pensaient à l'époque. Parce qu'à l'époque, une société de moyenne aisance était tout simplement, à l'époque, un PIB de Chine par tête d'habitant de 1000 $. Alors nous sommes aujourd'hui à plus de 10 000 $. C'est beaucoup plus avancé que les objectifs fixés à l'époque. Mais en plus, à l'époque, on pensait que la Chine serait un pays moyennement puissant sur le plan technologique, scientifique, en termes de moyens de production, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est le plus grand pays en termes de production industrielle, en termes de production agricole, même en termes de PIB, mais mesuré par la parité de pouvoir d'achat, etc., etc. Et à l'époque, je pense que même les dirigeants chinois n'auraient pas réalisé les objectifs avancés de façon aussi performante. Et Monsieur Jean-Noël, vous êtes arrivé en Chine en 2012, il y a maintenant 9 ans. Quels ont été les plus grands changements dont vous avez été témoin en Chine? Je pense qu'après plusieurs années passées en Chine, j'ai été effectivement témoin oculaire de plusieurs changements dans la société chinoise, notamment sur le plan du développement économique et social. Je pense que la Chine a atteint son objectif de société de moyenne aisance. Je pense aussi que la Chine a développé de plus de grands systèmes de sécurité sociale au monde et possède à cet effet le plus grand groupe à revenus intermédiaires au monde avec environ 400 millions de personnes. En restant sur le plan social, je pense également que la Chine a réussi à sortir plus de 850 millions de personnes de la précarité, ce qui représente d'ailleurs environ 70% de la réduction de la pauvreté mondiale. Sur le plan notamment scientifique et technologique, je pense que des avancées ont également été faites à cet égard.
Tous ces facteurs, en définitive, démontrent bel et bien que la Chine a réalisé son premier centenaire, la construction d'une société dite de moyenne aisance ou encore qualifiée de Xiaokan. Et quel est votre regard sur le développement de la Chine vers une société de moyenne aisance, tout le processus? Enfin, le processus a été progressif, comme je venais de l'énoncer récemment. Il y a eu des développements, il y a eu des réformes, il y a eu des transformations au niveau technique et scientifique. Et d'ailleurs, nous avons récemment assisté sur le plan scientifique les trois taïkonautes qui ont pu avec succès exploiter l'espace. Cela démontre bel et bien que la Chine est vraiment en phase avec une société de moyenne aisance à tout égard. Et en fait, l'édification d'une société de moyenne aisance est passée par plusieurs étapes. Monsieur Tim, pourriez-vous nous parler de ces différentes étapes? Ah oui, ça va être. Il faut mesurer le progrès que la Chine a réalisé sur la voie d'avancement vers une société de moyenne aisance à plusieurs dimensions. Donc, il y a plusieurs angles d'analyse du progrès que la société chinoise a réalisé dans ces dernières années. Donc, sur le plan économique, il y a plusieurs phases. Donc, dans les années 80-90, il y a un moment où la Chine avait hésité sur les voies à choisir. Et puis, nous avons passé par une étape dite de l'économie planifiée, mais avec un peu de liberté sur le marché. Puis, on a avancé vers une étape de l'économie de marché, mais de caractère socialiste, etc., etc. Donc, il y a plusieurs étapes dans ce domaine-là, mais sur le plan scientifique, technologique, il y a aussi plusieurs étapes de développement. Nous avons passé par une étape de soustraction. Nous avons reçu beaucoup de sous-contrats des grandes sociétés multinationales, etc. La Chine n'avait pas beaucoup d'inventions scientifiques et technologiques à l'époque. Donc on devait apprendre tout. La stratégie de développement était centrée sur une espèce de prise en contrat ou de sous-contrat des productions, etc. C'est aussi dans les années 80. Et puis à partir du 21e siècle, la Chine base son développement de plus en plus sur une invention technologique propre, autonome, etc. Et donc il y a de plus en plus de projets scientifiques qui sont nés et sur le plan technologique, la Chine avance beaucoup plus rapidement que le reste du monde dans le domaine de la construction des lignes de TGV, par exemple. La Chine s'est lancée dans la construction des lignes de TGV à partir de 2006-2008. Et puis, aujourd'hui, la ligne possède le plus grand réseau de TGV dans le monde. Et en plus, les lignes de TGV de Chine représentent plus que le double de toutes les lignes de TGV réunies dans le monde. Donc tout cela sont des projets réalisés assez rapidement, mais progressivement, petit à petit, par étapes. Et Monsieur Jean-Noël, que pensez-vous du rôle joué par le Parti communiste chinois dans le développement de la Chine? Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de Chine sans Parti communiste chinois. À cet effet, je pense que le Parti communiste chinois joue un rôle non seulement crucial dans le processus de développement de la Chine, le Parti communiste chinois conduit également le peuple chinois à explorer avec succès la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises, à réaliser également le développement rapide et le progrès de l'économie et en matière également du développement social. Et d'ailleurs, ce Parti communiste chinois est le moteur de la réduction de la pauvreté en Chine que le monde n'a jamais connu en fait. L'un des résultats importants
de l'édification d'une société de moyenne aisance et que le niveau de vie de la population s'est amélioré. Quelles sont vos impressions, Monsieur Ding? Ah oui, il faut dire que finalement, l'élévation ou l'amélioration du niveau de vie de la population chinoise est vraiment extraordinaire. Ça dépasse de loin les prévisions des autorités officielles chinoises. Et voyons par exemple, en termes de construction des infrastructures, la population a toujours le sentiment que finalement, la construction des infrastructures est toujours derrière les besoins, derrière la nécessité du développement de la ville, par exemple. Le processus de l'urbanisation avance à un rythme beaucoup plus accéléré que les autorités avaient prévu. Et il y avait toujours ça. Donc on a l'impression que finalement les autorités officielles, les autorités municipales, etc., étaient plus ou moins poussées par le mouvement du progrès social, poussées par le développement économique, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose d'inimaginable il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé qu'en fait, en termes de croissance économique, en l'an 2000, le PIB de la Chine était tout simplement 1000 milliards de dollars. Et l'année dernière, en 2020, le PIB de Chine est plus de à peu près 15 000 milliards de dollars. Donc en 20 ans, nous avons vu le PIB de Chine s'est multiplié par 15 fois. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Non pas dans l'histoire de la Chine, mais dans l'histoire humaine. C'est du jamais vu. Et en même temps, le niveau de vie, donc le niveau de revenu de la population chinoise s'est multiplié par plus de 2, 3. Et l'économiste, donc le revue anglais, le magazine anglais a fait une analyse en une espèce de comparaison entre le niveau d'élévation de vie de la population chinoise avec le reste des pays développés pendant leur période de croissance les plus rapides. Il dit qu'en Europe, aux États-Unis, au Japon, etc., dans tous les pays développés du monde, pendant la période de croissance économique la plus rapide, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, dans les années 60, ce sont des périodes où leurs économies se développaient le plus rapide. Même en comparaison avec ces pays-là, la Chine a réalisé une prouesse sans comparable. Parce que durant la vie d'un cadre moyen, d'un ouvrier moyen, etc., dans ces pays-là, le niveau de revenu peut se multiplier par 20 fois. Alors qu'en Chine, si on mesure le niveau de revenu pour quelqu'un qui entre dans sa carrière, qui prend sa retraite à la fin, pendant ces années de croissance rapide, depuis la réforme et l'ouverture, il peut voir son revenu se multiplier par plus de 100 fois, entre 100 et 150 fois. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Et Monsieur Jean-Noël, quelles sont vos impressions sur l'amélioration du niveau de vie de la population chinoise? Je pense qu'en tant qu'observateur, en tant qu'individu ayant résidé en Chine depuis plusieurs années, effectivement, j'ai pu constater que la société chinoise a évolué, sinon s'est développée sur le plan économique, social, etc., de manière significative. Et je pense que l'édification d'une société de moyenne aisance à cet effet pour le monde peut être résumée sur le bien-être de la population. J'entends par le bien-être de la population une économie très développée, sinon avancée, un développement social avancé, un changement en matière de développement technologique et scientifique. Tous ces paramètres contribuent effectivement à un bien-être de la population en termes de société de moyenne aisance. Et alors, d'après vous, que signifie une société chinoise de moyenne aisance pour le monde? C'est très important parce que
Comme dit un chercheur égyptien tout récemment dans un journal, c'est la première fois qu'un pays non occidental, qu'un pays qui n'est pas dans la tradition, disons, occidentale, a réussi. A réussi sur la voie de développement, a montré la possibilité d'une nation de réaliser la modernité avec ses propres forces. C'est un exemple d'encouragement inouï pour les pays en développement. Cela montre que finalement, si les pays peuvent s'unir ensemble et avancent vers des objectifs définis inlassablement, et ils peuvent réussir. Alors que depuis longtemps, le monde occidental avait fabriqué un mythe sur la spécificité et l'unicité de leur civilisation, de leur histoire de développement, etc. etc. Et bien, ils ont même inventé une espèce de mythe sur la pauvreté, pour dire qu'il faut vivre avec la pauvreté, parce que l'humanité ne pourrait jamais se débarrasser de la pauvreté absolue. Alors que l'exemple chinois, donc la réalisation de la société de moyenne aisance, a montré que si, on peut, la Chine, même avec une population de plus de 1 milliard et 300 millions d'habitants, on peut arriver à cette fin. On peut faire en sorte que la pauvreté absolue disparaisse sur le territoire chinois. Et donc c'est un exemple d'encouragement énorme pour le reste du monde. Et Monsieur Jean-Noël, quels sont vos points de vue? Bien évidemment, je pense que je serai en ligne, sinon en phase, avec le professeur Ding. En effet, la Chine a bien montré que la pauvreté n'était pas une fatalité. Et c'est d'ailleurs, depuis l'année dernière, la Chine a pu réaliser son objectif de l'éradication de l'extrême pauvreté avec 10 ans d'avance, comme le prévoit effectivement le programme du développement durable des Nations Unies. Cela montre bel et bien que la Chine, en tant que pays en voie de développement, s'est mis à l'égard, c'est-à-dire a pu démontrer à la face du monde que la précarité n'était juste qu'un processus qui pourrait être développé, sinon éradiqué, avec beaucoup de volonté du gouvernement, des politiques économiques et sociales, etc. En définitive, je pense que la Chine serait un exemple palpable, sinon la Chine pourra faire école par rapport au reste du monde en matière de développement, en matière de changement économique, social, etc. Et la société de moyenne aisance est un nouveau départ pour le pays. Monsieur Ding, quelle sera la prochaine étape de développement pour la Chine? Pour reprendre les conceptions émises par nos ancêtres, par nos philosophes de longtemps, eh bien, l'objectif final de la société chinoise, c'est la grande harmonie. La grande harmonie, comme la société de moyenne aisance, est une conception plus ou moins abstraite, parce qu'ils n'ont pas de critères exacts pour définir la grande harmonie. Mais si on lit Confucius, parce que Confucius avait parlé aussi de la société de grande harmonie, et c'est une société dans laquelle où l'individu est complètement libéralisé, parce que on n'a plus de soucis pour les besoins matériels. Tout serait automatiquement satisfait. Donc, et à cette étape-là, donc le développement spirituel, le développement intellectuel de l'homme, etc., de la société, serait la clé du progrès encore vers un avenir plus brillant. Monsieur Jean-Noël, que pensez-vous des perspectives de développement de la Chine dans la prochaine étape? Eh bien, je pense qu'il y aura plusieurs opportunités et défis au cours du deuxième centenaire de la Chine sous, bien évidemment, du Parti communiste chinois. Je pense à cet effet que le Parti communiste chinois va poursuivre son élan en matière de développement économique et social, mais surtout poursuivre son combat
en matière de l'éradication de la pauvreté et l'édification d'une société de plus en plus prospère. Je pense également que la Chine a toujours été attachée à la promotion de la paix et du développement à l'échelle mondiale. À cet effet, elle jouera effectivement le rôle de chef de file de l'économie mondiale et contribuera de manière significative à la gouvernance mondiale. Et donc la nouvelle bataille pour réaliser le deuxième centenaire commence maintenant. D'après vous, Monsieur Ding, quelles seront les opportunités et les défis dans l'avenir pour la Chine? Oh, pour la Chine, il y aurait beaucoup de défis parce que les dirigeants chinois sont conscients des défis qui sont encore sur la voie de développement dans les années à venir. Le deuxième centenaire, il n'y a pas si longtemps. Donc il nous reste encore une trentaine d'années, 30 ans à peu près pour arriver à cela. Et pour cela, voyez-vous que le gouvernement chinois est en train de définir des projets de développement et de projets de développement scientifique et technologique à l'échéance de 2035. Donc ça, petit à petit, comme vous avez souligné, même dans le passé, pour réaliser l'objectif de la société de moyenne aisance, nous avons traversé plusieurs étapes. Et pour arriver aux objectifs du deuxième centenaire, il y a aussi des étapes à franchir. Donc la deuxième étape, ce serait de réaliser complètement la science et la technologie indépendante, autonome. Et là, on va y mettre beaucoup d'efforts, des investissements, etc. Regardez le nombre d'ingénieurs formés par les universités chinoises. Tous les ans, nous avons plus de 3 000 ou 4 millions d'ingénieurs diplômés de nos universités. Le nombre d'ingénieurs nouvellement diplômés de l'université chinoise est plus grand que le nombre des ingénieurs réunis de tous les pays développés. Donc cela nous fournit une base solide de développement technologique et scientifique pour les années à venir. Et avec cela, nous avons aussi un système d'entraînement, de formation pour que le progrès social, le progrès technologique, etc., s'accompagne d'une amélioration du niveau de vie de la population, mais d'une protection sociale assez importante. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine est en train aussi d'entrer dans une société de vieillissement. Donc il y a de plus de la population vieillissante. Il faut faire en sorte que la finance publique soit en équilibre. Parce que souvent les pays développés ont connu un déclin à cause du déclin de leur fiscalité nationale, de leurs finances publiques. Et donc, le gouvernement chinois va faire plus attention à ce genre de problème, à une redistribution plus équitable des ressources sociales, etc., pour faire en sorte que l'équilibre de la population, l'équilibre de la finance publique, l'équilibre de l'investissement soit maintenu dans l'économie chinoise, dans la société chinoise. Et je pense que le maintien de l'équilibre dans le développement était quelque chose de remarquablement fait par les dirigeants chinois à travers cette période de réforme et d'ouverture. Et on va continuer. Merci à nos deux invités d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de ce numéro de rencontre. Merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. À la prochaine.